Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 14 juin 2020, mesdames, messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Il y a 29 ans, le 12 juin 1991, certains des acteurs de la scène politique togolaise signaient les accords qui allaient ouvrir les portes de la salle Fazao pour la tenue de la conférence nationale, fait essentiel du renouveau démocratique au Togo. Cette année-là, le Togo alternait mouvement d'humeur des populations, intervention policière, décision politique et disparition de certains contestataires. Telle une femme en travail, le pays se cherchait une issue pour entrer dans le cercle fermé des pays engagés dans le processus de démocratisation en Afrique. Le Togo aura sa conférence nationale, son multipartisme, ses élections pluralistes, bref, sa démocratie. Certains continuent de parler de démocrature, mais en vérité, la démocratie ou la démocrature togolaise ne doit-elle pas se préparer à célébrer l'année prochaine les 30 ans du plus grand rassemblement des forces vives du pays, comme l'ont observé récemment les voisins du Bénin. Le Bénin, c'est désormais à l'échelle talon. Celui qui est devenu l'homme fort à Cotonou dit être un réformateur. Les réformes ne sont pas du goût de tous les Béninois, y compris des Togolais inquiets de chercher dorénavant un peu plus loin leurs références sous-régionales. Dans la sous-région, le Togo reste tristement une référence. 30 ans après le lancement des chantiers de la démocratie, le pays continue de se chercher son alternance. 2020 n'aura pas été une bonne et heureuse année pour les acteurs devant incarner l'alternative. D'ailleurs, peu de personnes diront le 31 décembre prochain que 2020 aura été une bonne année. Peu de personnes comme celles généralement issues des registres des anarcheurs, des fraudeurs ou des pilleurs des deniers publics. Cette semaine, le journal L'Alternative a révélé de nouveaux noms. Des noms de ceux qui siphonnent les cuves pour se procurer l'or noir à vil prix. Les Togolais sont-ils condamnés à supporter la folie dépensière de certains de leurs responsables politiques, administratifs ou économiques? Sous ce ciel tout gris, il y a tout de même des éclaircies. C'est le propre de toute saison pluvieuse. On a annoncé la reprise des cours dans les écoles, on a annoncé la levée du couvre-feu et des discussions en cours pour la réouverture des lieux de culte. Ce dimanche, prêtres et pasteurs se sont encore adressés aux fidèles à travers les réseaux sociaux. C'est l'une des conséquences de la Covid-19, visiblement plus pour longtemps. Question, comment expliquer cet assouplissement des mesures dans notre pays et dans la plupart des pays africains, donnant l'impression d'un copier-coller depuis Paris ou Rome? Justement, à Paris ou à Rome, le soleil a fait son grand retour. Quel est en fait l'impact de la chaleur sur cet élément infiniment petit et qui a fait des milliers de morts dans le monde? C'est le professeur des universités du Togo, Wolu Komi, également premier responsable du PSA et candidat à la dernière élection présidentielle, qui est notre invité. Le D12, c'est 96 53 43 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde de l'émission est assurée par Vincent Las Bouga. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour aux éditeurs. Bonjour mesdames, messieurs. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous ai vu entrer en studio avec une bavette, c'est devenu la mode un peu partout. Est-ce que cela vous encombre par moment? Disons que ça pourrait être encombrant, mais il est toujours indispensable de prendre ces précautions tant que nous ne serons pas sortis de la pandémie. Je crois que ce qu'on y gagne est plus important que ce qu'on pourrait y perdre ou bien ces désagréments. Donc il faudrait continuer à le faire. Donc il va falloir apprendre à vivre avec ces nouveaux ces outils-là. Effectivement. Depuis quelques mois, on entend de moins en moins les acteurs politiques intervenir dans les médias, que ces acteurs-là soient issus de l'opposition ou du pouvoir. Est-ce que c'est dû au coronavirus? Est-ce que c'est dû au résultat des dernières élections présidentielles? C'est inhabituel en réalité. Non, je crois que les responsables politiques, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, il faut avoir été invité, ou aussi il faudrait que les circonstances, les événements vous amènent à prendre position. Et je crois qu'il y a eu plusieurs événements quand même qui ont amené les uns et les autres à prendre position. Et c'est vrai que actuellement, par rapport à ce qui s'est passé lors des dernières élections, et on semble être un peu dans l'impasse, et cela pourrait aussi expliquer cette situation. L'impasse, comme on l'a vu,
en 2010, un peu avant 2010, en 2005, en 2015. C'est l'histoire qui se répète finalement pour le Togo. Oui, malheureusement, on peut le dire, nous n'avançons pas suffisamment comme il se doit. Il y a des moments d'espoir où on pense qu'il y a un peu d'éclaircie et subitement des difficultés reprennent. Et ça fait partie de la lutte des peuples et peut-être que la lutte du peuple togolais est beaucoup plus difficile encore. Mais nous devons continuer. Je crois que malgré les situations actuelles, il est clair que nous aurons l'énergie et la voie pour pouvoir continuer donc, dans la construction de notre pays. Moi, je reviens une nouvelle fois sur cette absence des acteurs politiques dans les médias. Et depuis quelque temps, ça crée effectivement des difficultés, notamment pour les médias, à assurer convenablement leur rôle de centre de centre devant permettre le débat contradictoire. On le sait, le débat contradictoire a été un des combats ou les conséquences des combats des années 90. Aujourd'hui, et parfois, les journalistes sont obligés de faire la cour aux acteurs avant qu'ils ne viennent dans les studios. Est-ce que ce n'est pas préjudiciable même pour la démocratie togolaise? Vous savez, vous êtes très bien placé peut-être pour évaluer cette situation. Et puisque, personnellement, toutes les fois qu'on m'invite et que mon programme le permet, je réponds aux invitations. Maintenant, relativement au débat contradictoire, je crois qu'il faut reconnaître que ça, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, puisque la plupart du temps, quand vous voyez, sauf peut-être que vous invitez des acteurs politiques qui sont tous de l'opposition, mais c'est des débats qui pourraient parfois se faire sur le fond entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont de l'opposition. Et on sait que depuis très longtemps, ces débats sont rares. Rarement on assiste à ces débats, alors qu'il aurait été souhaitable qu'on ait ces débats, et de façon dépassionnée d'ailleurs, et qui puissent permettre de discuter des questions de fond, pour voir comment faire avancer. Mais et sans des débats contradictoires, effectivement, et la démocratie ne peut qu'en souffrir. C'est fondamental, puisque ce sont ces débats contradictoires qui doivent permettre d'éclairer le peuple. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que peut-être le régime passe, après l'opposition passe, ou une tendance de l'opposition passe, après une autre tendance de l'opposition arrive également, mais il est souhaitable que toutes les tendances se retrouvent autour de la même table, donc avec un ou deux journalistes, qu'on fasse des débats de façon dépassionnée, que chacun puisse défendre objectivement ses arguments. Quand on regarde les grands pays, les acteurs politiques se succèdent dans les émissions à caractère politique. Mais visiblement, quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, on a l'impression parfois que certains acteurs sont forcés d'être là. Est-ce que vous n'avez pas le même sentiment? Et je le disais il y a quelques instants que vous êtes mieux placé pour... Non, mais en fait, vous aussi, vous regardez ce qui se passe sur les chaînes de télévision, vous écoutez les radios, vous faites la comparaison avec certains pays plus avancés que les nôtres. Oui, c'est que vous n'avez pas ce sentiment-là, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est les journalistes qui sont plus présents dans les débats, dans les émissions, que les acteurs de premier plan. En réalité, c'est un constat qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui s'est renforcé depuis la dernière élection présidentielle. C'est vrai. Mais je le dis, moi personnellement, je réponds. Je crois que la plupart des hommes politiques de l'opposition, pas tous, je crois qu'ils répondent également aux invitations. Et moi, j'ai eu des discussions avec des journalistes, parfois ils m'ont dit et le pouvoir ou le régime sera représenté dans ce débat, mais à la fin ils me disent ah oui, ils n'ont pas pu trouver quelqu'un ou finalement ils se sont désistés. Bon, et relativement à ces éléments, c'est vrai qu'on peut dire parfois que les acteurs politiques ne sont pas toujours libres de venir. Mais en ce qui concerne nous, notre parti, et toutes les fois qu'on nous invite, nous essayons de répondre aux invitations pour pouvoir éclairer le peuple. Et nous pensons que c'est indispensable. Bon, encore faut-il que ce peuple puisse écouter et analyser ce qui se dit, parce qu'on peut aussi parfois avoir le sentiment que les gens ont des positions peut-être déjà arrêtées, et que quand vous parlez, quand vous expliquez, on écoute les explications à travers le profil de celui qui parle. On ne cherche pas à vérifier la pertinence, le contenu de ce que l'on dit,
mais parfois il y a déjà des catégories, puisque c'est telle personne, et quoi qu'ils disent, il faudrait peut-être mettre ça de côté. Est-ce que le problème, c'est plus nos populations que les leaders et les messages qu'ils véhiculent? Je ne suis pas totalement d'accord que ce soit simplement les messages qu'ils véhiculent. Et je crois que c'est que le débat au Togo n'a pas été toujours, peut-être moins souvent, un débat de fond, où il peut y avoir une opposition des idées sur des questions essentielles pour notre pays. Vous voyez, peut-être parce que jusqu'à présent, nous sommes à la conquête de cette démocratie, au point où nous sommes plutôt à la recherche des conditions de l'état de droit. Nous n'en avons pas. Nous sommes à la recherche des conditions de l'état de droit. Et il y a peut-être aussi une sorte de bipolarisation où on est pour, où on est contre le régime, et peut-être qu'il y a une grande partie qui, sans être d'un côté ou de l'autre, peut-être joue à l'indifférent. Voilà. Et ce ne sont pas des éléments qui puissent permettre de faire avancer. Je vous dis, un militant m'a posé, pas un militant, une personne, d'ailleurs, il m'a demandé si je le connaissais. Je lui ai dit bien, je le connaissais très bien. Et seulement que nous n'avons pas souvent eu de contact assez rapproché comme ça. Il me dit, Monsieur Oulu, je vous suivais depuis très longtemps. Je connais vos idées, la pertinence de vos idées. Et moi, j'admire tout ce que vous faites et ce que vous dites. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi, malgré la pertinence de vos idées, vous ne percez pas sur le plan politique? Parce que lui, il s'étonne que malgré la pertinence de ce que je fais et que je ne parvienne pas à drainer un très grand monde. Il m'a posé cette question il y a moins de 2 semaines. Et je lui ai dit, et à mon avis, probablement une question de mentalité que nous devons transformer et que je m'y engage. Et je lui ai retourné la question, et selon lui, et pourquoi est-ce que tu ne draines pas le monde? Il m'a dit, et qui lui se pose aussi cette question, parce qu'il se dit avec des idées pertinentes comme ça, comment se fait-il qu'il ne parvient pas à percer? Et je lui ai exposé mes difficultés, il y a des problèmes de mentalité, mais il est vrai aussi, il y a un autre problème, il ne faut pas le cacher, il faut avoir les moyens financiers pour beaucoup travailler, parfois beaucoup se déplacer, et que nous avons cet obstacle aussi. Bon, la lutte continue, on verra, on n'est pas pessimiste, on verra ce que ça va donner. Sur la question des mentalités, est-ce que c'est dit que les Togolais depuis 1990 n'ont pas véritablement changé? Vous voyez, avant 90, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de médias, donc la presse n'était pas libre. Et de ce point de vue, on peut dire qu'on écoutait peut-être un seul son, un son de cloche en quelque sorte. Mais après, il y a eu quand même une diversification des médias et les gens écoutent. Mais il faut aussi se dire que les médias ne sont pas aussi présents à l'intérieur du pays, dans les zones rurales qu'ils le sont à Lomé. Et cela aussi a des incidences même par rapport au comportement des citoyens qui parfois ont peu d'informations et surtout dans les milieux ruraux. Et il faut peut-être jusqu'à ce jour, quand on voit certains comportements, on se dit que les mentalités n'ont pas évolué de façon positive. Je le dis, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué et ce n'est pas qu'il n'y a pas de liberté d'expression, les gens peuvent s'exprimer, il y a les médias, mais les médias ne couvrent pas suffisamment l'ensemble du territoire de façon homogène. C'est une première observation. Et la deuxième observation également, c'est que parfois on prend en considération d'autres éléments qui ne devraient pas intervenir sur le terrain politique. Et c'est justement pour cette raison qu'il faut faire ce travail, je dirais, de transformation des mentalités. Aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas parfois quel État, comment doit fonctionner l'État. Il y a beaucoup de citoyens qui ne le comprennent pas. Je crois que ça fait partie de l'actualité. Vous avez donc compris le projet que nous avons lancé cette semaine, Droit pour tous. C'est dans cet objectif que nous avons lancé notre projet. Dans ce cas, qui tire véritablement profit politiquement de la situation dans laquelle se retrouvent nos populations? Je vous le dirai clairement, le pouvoir ne voudrait pas que le peuple soit suffisamment éclairé. Parce que cela n'y va pas de leur intérêt. Et je ne peux pas le cacher. Parce que souvent, quand vous voyez parfois même les résultats, dès lors que les choses paraissent un peu transparentes, vous vous rendez compte que les zones où il y a les médias qui fonctionnent normalement, si vous prenez le cas de Lomé, quand vous voyez les résultats
des élections législatives surtout, vous vous rendez compte, je ne parle pas des dernières, qui ne sont pas une élection transparente, vous vous rendez compte que effectivement les zones où les médias travaillent régulièrement, où les gens sont censés avoir suffisamment d'informations, et le régime n'a pas autant de résultats, n'a pas de bons résultats. Dans les milieux ruraux où les médias ne fonctionnent pas comme il se doit, du point sur le plan politique, et aussi parce qu'ils sont plus sous contrainte, vous voyez que les résultats dans ces zones sont beaucoup plus favorables au régime. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi les responsables locaux sont souvent hostiles au projet de formation à l'intérieur du pays. Et je le dis puisque personnellement, j'en ai déjà été victime à maintes reprises où je suis allé pour des projets de formation qui malheureusement ont été perturbés. Au-delà de tout ce que vous décrivez là, certains observateurs estiment que vous êtes devenu, quand je dis vous, c'est l'ensemble des acteurs de la classe opposition, que vous êtes devenu inaudible. Est-ce que c'est vrai? Dans une certaine mesure, parce qu'aujourd'hui, quand vous vérifiez, surtout avec les réseaux sociaux, et tout le monde est devenu expert en toute matière. Et chaque citoyen peut s'exprimer, et ceux qui sont peut-être les plus écoutés sont ceux qui tiennent les propos les plus injurieux et sans analyse, avec des affirmations parfois mensongères. Et quand vous procédez à des analyses, parfois on vous catalogue, on vous insulte, on vous méprise. Dans ces conditions, il est difficile vraiment de pouvoir s'exprimer. Et celui qui parle et qui ne fait pas du sensationnel et qui veut analyser objectivement et éduquer, former, les gens ne prennent pas ça en considération. C'est celui qui pourrait donner peut-être des injures de façon grossière et qui, en réalité, fait de tenir des propos sensationnels. Ce sont ceux-là qui sont le plus écoutés dans ces conditions. Ce sont des questions de formation, même d'éducation, et ce n'est pas favorable à la démocratie. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que, sur 30 ans, vous n'avez pas arrivé à avoir des résultats, tout simplement? Vous savez, quand on dit qu'on n'est pas arrivé à avoir des résultats, je ne crois pas que ce soit une lutte des seuls dirigeants ou acteurs politiques. C'est une lutte d'un peuple face à la conquête d'un état de droit. C'est face à la conquête d'un état de droit. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et il y a peut-être une responsabilité, je dirais, des acteurs politiques de façon globale, mais allons dans les détails également. Peut-être qu'il y a des responsabilités, je dirais, individuelles qui ont pu à un certain moment bloquer la situation. Mais dire qu'on n'a pas pu obtenir de résultats, c'est une question de tout un peuple. Parce que quand moi je vois parfois le comportement des citoyens, je me pose des questions. Et il faut qu'on se dise cette vérité. Tu te demandes, mais comment des citoyens pourraient continuer par se comporter de cette façon tout en espérant une alternance, tout en espérant que le régime ou peut-être que les gouvernants les respectent. Parce que les gouvernants, qu'il s'agisse de l'opposition qui un jour prendra le pouvoir, ou qu'il s'agisse de ceux qui sont là aujourd'hui, doivent fondamentalement respecter le peuple, doivent fondamentalement respecter les règles qui sont, les règles doivent respecter la loi. Mais quand vous voyez parfois certains comportements des citoyens, vous vous rendez compte que le gouvernement respecte la loi ou respecte les règles, ce n'est pas leur problème. Parfois, il suffit de leur donner quelque chose pour qu'ils adhèrent à ce que vous dites ou qu'ils vous suivent. Et quand on est face à ces éléments, je crois qu'il faudrait peut-être se repositionner, faire un travail en profondeur encore, et de sorte qu'on puisse une fois encore transformer les mentalités. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que les populations vous ont légué, et donnent l'impression de vous avoir légué en réalité la paternité ou la conduite de la lutte, et puis c'est pourquoi à des moments donnés, soit ils vous sanctionnent en ne participant pas au vote ou carrément en donnant l'impression qu'ils ne sont plus intéressés par le fait politique. Bon, vous voyez, dans une structure, dans une organisation, mais dans une lutte, forcément, il y a des dirigeants. Mais les dirigeants ne peuvent rien. Les dirigeants ne peuvent pas obtenir les résultats si derrière eux, finalement, il n'y a pas des gens qui sont convaincus et adoptent un comportement donné. On ne peut pas vouloir une alternance et aussi adopter des comportements qui sont contraires à ce que l'on recherche. Et
les dirigeants ne sont rien sans la masse. J'ai l'habitude de dire quand je vais dans les fermes, bien que je fais mes réunions, que j'ai jamais vu un chef de village sans village. Ça n'aurait pas de sens. Mais il peut y avoir un village sans chef. Cela voudrait dire que les acteurs politiques ne sont rien sans ceux qui sont derrière eux. Mais ceux qui sont derrière eux doivent non seulement être en tout cas qualitativement aussi bons, mais aussi quantitativement. Mais quand vous voyez que beaucoup de gens veulent l'alternance, veulent le changement, mais ne s'y mettent pas, et ça pose problème. Personnellement, même je vais vous dire, je crois il faut l'avoir dit, des proches, bon, c'est vrai d'un certain âge, qui me disent, mais écoutez, arrêtez ça, cachez-vous, laissez les gens se battre. Si ça change, nous allons ensemble profiter. Ne vous exposez pas. Ce sont des conseils que certaines personnes qui pensent qu'elles-mêmes me disent, des conseils d'amis ou bien de parents, en disant, laissez tomber. Ceux qui veulent s'exposer, laissez-les s'exposer. Et si ça change, on en bénéficiera tous. Mais si chacun disait cela à ses proches, si chacun disait cela à ses amis, aux membres de sa famille, c'est que finalement, personne ne se lèverait pour faire cette lutte, alors qu'on en a besoin. Et il faut que nous aussi, acteurs politiques, nous fassions preuve de responsabilité et d'élévation pour que nous puissions insuffler un certain dynamisme donc, à cette population. Sur la question de la délégation éventuelle du pouvoir des populations aux acteurs que vous êtes, quand on prend les derniers événements qui se sont produits aux États-Unis, la mort de George Floyd, on fait la comparaison avec récemment la mort d'un certain Ibrahim dans notre pays. Aux États-Unis, les populations se sont levées un peu partout. Les gens se sont organisés pour protester. Mais au Togo, par exemple, peut-être que les Togolais ont attendu un mot d'ordre venant justement de vous ou d'une certaine organisation. C'est ce qui n'est pas venu. Le mot d'ordre venu, par exemple, disons, les manifestations aux États-Unis, ce ne sont pas des mots d'ordre forcément des partis politiques. C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que les populations se sont senties concernées par un certain nombre. Ici, très souvent, les populations attendent des mots d'ordre. C'est pourquoi je parle de délégation. Mais même s'il y a une délégation, je crois qu'il y a des situations dans lesquelles ça doit être un mouvement spontané. Et il y a trop de chevauchements ici entre des considérations politiques et des considérations qui sont vraiment de l'essence du pays, les questions de droits de l'homme. Quand vous prenez ces questions d'assassinat, ce ne sont pas des choses qui sont, je vais dire, rares dans notre pays. Ce sont des choses qui se passent fréquemment et qui finalement, au bout de quelques semaines, passent comme ça, et sans réelle réaction. Et parfois, quand les gens décident même de réagir, ils sont étouffés par une police ou peut-être une gendarmerie qui va déployer les gros moyens. Quand vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec les policiers, même les militaires, qui viennent manifester leur solidarité, non pas à une personne, mais relativement même au principe, en disant ceci, ce n'est pas bon. Et je crois que c'est ce à quoi on doit arriver dans notre pays aussi, de sorte que peu importe ton appartenance politique, dès lors qu'il y a un certain acte, un acte qui n'est pas normal, de pouvoir le dire. Aujourd'hui, vous verrez, rarement vous verrez peut-être quelqu'un de la tendance du régime se dire, je me lève, je condamne tel type de comportement. Et pour la simple raison qu'il est d'une tendance politique. Nos tendances politiques ne doivent pas nous aveugler au point que nous ne puissions pas faire le discernement entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On parle des attitudes de nos populations dont il est question. Est-ce que parfois, ce n'est pas dû au fait aussi que toutes les manifestations qui ont eu lieu, notamment dans notre pays, n'ont pas apporté les résultats attendus? Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, les lignes sont en train de bouger parce qu'un certain nombre d'actes sont en train d'être pris. Dans nos pays, très souvent, et notamment au Togo, et beaucoup sont morts. Et par la suite, on n'a pas pu tirer bénéfice de ces morts-là. Oui, ça dépend également de ce que nous avons en face et de leur finalité. Quand on fait du pouvoir une finalité, et parfois on devient un mur, parfois on devient insensible à tout ce qui peut se passer. Quand on fait du pouvoir une finalité, parfois soi-même on est en difficulté, on ne veut pas sanctionner certaines personnes parce qu'on craint
peut-être de perdre le pouvoir. Quelle serait leur réaction au cas où on venait à prendre des mesures, au cas où on venait à prendre des sanctions? Non. Le pouvoir n'est pas une finalité. De la même façon, conquérir le pouvoir pour l'exercer ne doit pas être une fin en soi. Nous devons tous ensemble nous orienter ou peut-être articuler nos actions autour de ces valeurs en se disant et construisons une meilleure société. Et ça renvoie à ce que je pourrais appeler également la bonne foi. La bonne foi dans la recherche de notre vie ensemble, la bonne foi dans la recherche de notre vie en commun, ce qui n'est pas tolérable, peu importe de qui cela pourrait venir. Et je crois qu'il faut ce travail et peut-être pour cette raison, et davantage de contact, davantage d'ouverture entre les différents acteurs de la classe politique, y compris avec ceux du régime, leur dire qu'en réalité qu'ils le comprennent ainsi, et le pouvoir pour le pouvoir ne peut pas nous arranger. Peut-être à court terme, ils peuvent en être bénéficiaires, mais à long terme, nous serons tous perdants. Il faudrait donc faire ce travail de communication permanente et ça nous permettra d'avancer. C'est difficile, mais il ne faut jamais y renoncer. Nous parlons du Togo et en comparaison un peu avec ce qui s'est fait ailleurs. Le Togo est orphelin d'un certain nombre de ses acteurs politiques. Le Togo a successivement perdu ces derniers temps les anciens premiers ministres Idim Kodjo et puis Maître Yaoui Abouibo. On a appris par la suite la mort de l'ancien ministre Fofana Bakalawa. Et puis cette semaine, on a appris la mort du maire de Tchaodio 1, Urobele Tchalile. Doit-on dire saltant pour la classe politique togolaise? Vous savez, je ne le crois pas trop. Et ce sont des phénomènes de la vie, il arrive des problèmes comme cela. Et nous avons vu peut-être deux premiers ministres en peu de temps. Et effectivement, c'est déplorable. C'est déplorable, mais ça fait partie de la vie. Je ne crois pas que le sort ait décidé de frapper les acteurs politiques au Togo. Ce ne sont que des coïncidences. Ce ne sont que des coïncidences. Et une fois encore, toute nos compassions, notre solidarité aux familles éplorées. Et nous pensons que ce n'est que pour un temps. Voilà. Et ce sont des gens qui ont marqué leur temps. Et c'est indispensable également, peu importe le temps que nous passons sur Terre, de pouvoir faire ce que nous pensons être bien pour la communauté. À propos de cette série de décès, la fameuse phrase « vanité des vanités, tout est vanité » est ressortie par un certain nombre d'observateurs. Et pourquoi est-ce que, notamment dans nos pays, on n'intègre pas assez cette donnée-là? Nous sommes des passagers sur cette terre, vanité des vanités, tout est vanité. Les acteurs politiques, notamment en Afrique, semblent ne pas connaître cela. Les acteurs, je dirais quand même qu'ils sont nombreux, variés, et les comportements ne sont pas non plus les mêmes d'un pays à l'autre. Et de sorte que on ne peut pas généraliser. Mais c'est aussi l'occasion pour beaucoup de gens de se rendre compte que tout est effectivement vanité. Qu'est-ce que je pourrais faire pour apporter ma contribution, sachant que beaucoup de choses peuvent se faire en dehors de moi. Nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des hommes appelés à jouer une certaine partition ou à certaines missions à un moment donné. Mais il suffit peut-être de mourir 2 jours après, 3 jours après. Quelqu'un assumera nécessairement tes fonctions. Mais tant que tu l'assumes, comment tu l'assumes? Et vous regardez, ce n'est pas simplement le Togo. Quand vous voyez le décès du président burundais de façon inattendue, de façon inattendue. Et peut-être si quelqu'un le lui disait il y a encore quelques semaines ou quelques mois, il n'y aurait pas cru lui-même. Donc vous voyez, ça ne sert à rien, véritablement, finalement, de chercher à s'accrocher aux choses, de chercher véritablement à torturer, martyriser l'autre, et pour quel gain des choses, finalement, que nous aurons à abandonner, des choses que nous aurons finalement abandonnées. Et effectivement, et quand on y regarde, je crois que ce que nous pourrions faire pour aider l'autre en difficulté et pour qu'il puisse retrouver le sourire, à mon sens, doit être notre première préoccupation. Tout le reste, effectivement, n'est que vanité. Parmi les défunts, il y a
notamment Maître Yaovi Agboibo, dont le nom était constamment revenu autour des accords du 12 juin 1991, ayant conduit à la tenue au Togo de la conférence nationale, spécialement Maître Yaovi Agboibo. Est-ce que vous le connaissez? Si vous le connaissez, comment est-ce que vous le connaissez? Bon, disons que quand eux, ils étaient déjà des hommes, je dirais, politiques, ils étaient d'abord juristes, avocats, nous on n'était que des enfants. Enfin, non, on n'était que des enfants. Et quand, au moment où les choses devaient commencer dans notre pays, on allait vers ce système multipartite, et d'abord avec la Commission nationale des droits de l'homme, nous étions étudiants à la fac ici, il venait faire des conférences. Il est venu faire des conférences. Donc, nous n'avons pas eu de contact personnel. Donc, nous le voyons de loin comme acteurs politiques, comme ceux-là qui étaient dans cette lutte. Mais lorsque je suis entré maintenant en politique, nous avons eu beaucoup de contacts. Et je vais dire même que, en tout cas, des contacts qui nous ont permis d'approfondir peut-être certaines réflexions à deux. Et il y a eu des moments où ces rencontres ont été intenses, d'autres moments où nous ne nous sommes pas rencontrés souvent. Mais quelques mois avant son décès, je dirais que pratiquement on se voyait une fois par semaine. J'allais chez lui à la maison et puisque je suis souvent très occupé aussi, on s'entendait sur des rendez-vous très tôt le matin, 7h, 7h30. On se voit à 7h, à 7h30 déjà, on se sépare. Et on a beaucoup échangé. Et je connais véritablement son attachement donc, à la lutte politique pour l'alternance dans notre pays. Et depuis longtemps, ce qui a été dit de lui, en passant par la Commission nationale des droits de l'homme et pour cette conférence nationale également, quelle a été sa contribution pour que ces résultats soient obtenus. Et vraiment, je crois qu'il faut le dire, c'est un pilier. Et il a beaucoup donné dans notre pays. Et qu'on ait des reproches à lui faire, c'est tout à fait normal. Et je le dis, il n'y a pas d'homme public qui soit parfait. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir amplifier ce que nous pourrions faire de bon. Et finalement, chacun avec ses faiblesses. Vous étiez jeune à l'université, lui, il venait déjà donner des conférences. Est-ce que quelque part, cela vous a inspiré? Bon, dans tous les cas, relativement aux discussions qui étaient menées à l'époque, et je dirais quand même que ça permet d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de points. Voilà. Mais lui, comme beaucoup d'autres, nous ont aussi inspirés. Mais j'avoue que j'avais une vision depuis très longtemps, en tout cas de la société, celle que moi, je souhaiterais qu'on ait, j'ai cette vision. Donc en regardant les acteurs, qu'est-ce que je peux puiser chez l'un, qu'est-ce que je peux puiser chez l'autre, cela a été toujours ma logique. Mais sa détermination, comme je le dis, et cette recherche, je vais dire aussi, du compromis. Il est souvent, je le dis, ce n'est pas parce que les gens l'ont dit, parce que j'ai souvent discuté avec lui, que doit-on faire pour obtenir un compromis? Et lorsqu'on obtient ce compromis, considérer cela peut-être comme acquis avant de pouvoir avancer. Et il est toujours dans cette logique, dans cette tendance, et toujours ouvert au dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut faire toutes les fois que c'est possible d'aller discuter avec le régime? Et il est toujours dans cette logique. Il faut discuter pour savoir ce qui peut se faire. Voilà. Quel aurait été le meilleur compromis avant qu'il ne décède pour le Togo? Quel aurait été ce meilleur compromis-là? Vous savez, il y a eu des compromis malheureusement qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que discuter, trouver des solutions, si nous nous référons à l'accord politique global, ce qui a été obtenu là-bas était quelque chose qui aurait été souhaitable. Mais vous pourrez obtenir des compromis dans leur mise en œuvre, dans leur exécution. Effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais si vous voulez, vu le contexte togolais aujourd'hui, je crois que, et ça on ne peut pas le décréter, c'est d'en arriver à ce consensus, qu'on sache que en réalité, le pouvoir doit être pour chacun de nous un instrument pour assurer le mieux-être. De sorte que le régime ne considère pas le pouvoir comme une propriété et ne considère pas non plus la perte du pouvoir comme un malheur. Et de la même façon, ceux qui doivent
sont à la conquête de ce pouvoir et ne doivent pas penser que conquérir le pouvoir, ce serait un instrument peut-être pour rendre des comptes. Donc pouvoir s'asseoir ensemble de bonne foi. Ça, c'est, je reviens fondamentalement sur cet élément, de bonne foi. Cela voudrait dire qu'il y a une certaine loyauté par rapport à ce que nous avons dit et ce que effectivement nous entendons faire, et de placer cet intérêt général. Et parce que l'intérêt général n'est pas l'intérêt d'une communauté, l'intérêt général n'est pas l'intérêt d'une classe sociale donnée, pouvoir discuter qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer les choses. Et je crois que c'est possible, c'est possible. On aurait pu l'obtenir et rassurer ceux qui sont au pouvoir pour dire que et si vous perdez le pouvoir, vous n'êtes pas en danger, votre communauté n'est pas en danger. Le peuple togolais est unique. Maître Janvier Aboiboy, il faut le dire, il a été député dans un parlement dominé à l'époque par le petit député indépendant. Et puis après, il a été aussi Premier ministre. Et il était président du CA, il était parti, puis il était revenu. On dit qu'il a été un fin négociateur. Vous avez semblé dire la même chose. Est-ce qu'il va manquer à l'opposition togolaise? Oui, je l'ai dit dans mon communiqué qu'il manquera forcément à la classe politique togolaise. Et vous savez, pour une personnalité qui, de son rang, qui a lutté jusqu'au bout, réalité, puisque pour lui, il n'a pas quitté vraiment la scène politique, il n'a pas quitté la scène politique, et puisqu'à la veille des élections présidentielles encore, il était entièrement actif. Et je crois même quand il était parti du pays, de là il m'a appelé, on a même échangé encore sur le terrain politique, il n'a jamais quitté la scène politique. De ce point de vue, et vu tout ce qu'il a eu à faire, ne serait-ce que par ses conseils, et effectivement, il nous manquera, c'est évident. Il n'est pas seul à quitter, par ce temps de pandémie. Il y a aussi un autre ancien Premier ministre qui a quitté le monde des vivants, quelque part là-bas, en France, c'est Edem Kodjo. Voilà. Quel est votre regard sur celui dont le parcours est analysé par certains acteurs comme un incompris politiquement parlant dans son pays? Parce qu'Edem Kodjo, il est très sollicité à l'extérieur, mais dans notre pays, très tôt, visiblement, il a été rejeté, puisque quand on prend même les tout premiers résultats des élections de 1994, les législatives sont partis du TD à l'époque, et on avait recueilli, je crois que 6 ou 7 députés. Oui, et je crois que quand on prend en compte les qualités intrinsèques de l'homme, et vous vous rendez compte qu'il a une vision pour son pays. Et il veut, effectivement, il a voulu toute cette transformation pour son pays. Et j'ai eu à dire dans le communiqué parlant de lui que c'est un homme d'État. Parce que, en dehors de ce que nous avons fait politiquement, avec lui également, j'ai eu des discussions que je dirais personnelles qui m'ont permis de connaître la philosophie, de connaître les pensées donc, de la personne. Vous voyez, peut-être lui, son problème, c'est le fait que avant donc, cette transformation, il a été un acteur de la scène politique dans le système RPT avant, donc au moment du parti unique. Donc, une partie de la population n'a pas pu se départir de cette image. Donc, on l'a considéré comme étant l'un des acteurs donc, du système du parti unique. Ok. Or, à l'époque, effectivement, tout le monde était dans ce système, dans ce parti unique. Après, moi, je crois qu'il y a eu une réelle transformation, donc sa volonté qu'il y ait cette alternance. Et vous savez, la presse a eu à le dire dans une certaine mesure également que ces derniers temps, il ne paraît pas, quand il dernier temps, ces dernières années, il n'est pas totalement en odeur de sainteté avec le régime. Et vous savez, il y a certains acteurs qui préfèrent agir avec discrétion, en quelque sorte. Et ce que d'autres auraient pu dire publiquement, et il ne l'a pas fait, et je sais que certainement, il a fait un certain nombre d'actions et pour que les choses puissent changer, mais dans la discrétion. Il était attaché véritablement à l'alternance, et dans la discrétion, il a voulu que les choses avancent.
Et peut-être que tous nous n'avons pas besoin de crier sur les toits un certain nombre de choses. Je me rappelle un jour, il y a quelques années, quand je faisais des reproches, et peut-être au clergé togolais, j'étais avec une personnalité d'un certain niveau et qui avait souri, parce que je les considérais à l'époque qui n'intervenaient pas suffisamment comme il se devait, et il avait souri et il m'avait dit que leur position est telle qu'ils n'ont pas besoin de dire ce qu'ils font. Ils peuvent aller discuter, et plus ils parleront ouvertement de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont allés dire, et puis ça constituera pour eux un obstacle pour pouvoir avancer. Je crois qu'à un certain moment, ils faisaient partie de cette catégorie de personnes qui voulaient faire avancer les choses sans forcément prendre publiquement la parole. En clair, on peut dire que là aussi, il est incompris, puisque un certain nombre d'acteurs avaient supposé qu'aux derniers instants de sa vie, il avait donné des conseils pour qu'un passage de témoin soit une réalité dans notre pays. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Je ne suis pas témoin, mais j'ai la conviction qu'il l'a fait. J'ai la conviction qu'il l'a fait par rapport à certains échanges que j'ai eus avec lui. Et puisque, comme je le dis, on a parfois discuté à deux, où il n'était pas heureux de la situation au Togo. Il n'était pas heureux de ce qui se passait. C'est clair. Il me l'a dit aussi. Et certainement qu'il a été incompris. Il a préféré agir plutôt dans la discrétion. Et malheureusement, les résultats attendus n'ont pas été atteints. Au début des années 90, c'était l'homme du grand pardon. C'est pas ce slogan ou ce thème-là qu'on l'a redécouvert, parce que Dem Kodjo, c'est l'homme des années 70 autour du RPT. Et puis c'est le grand retour au début des années 90 avec le grand pardon. Le grand pardon dont il s'était agi au début des années 90, est-ce qu'il est toujours d'actualité en 2020? L'histoire de notre pays semble se répéter. Et quand on parle de pardon, c'est un phénomène où je vais dire en quelque sorte bilatéral. Celui qui a offensé présente ses excuses. Celui qui a été offensé les accepte. Mais celui qui présente les excuses s'engage aussi à ne pas répéter ce qui a été fait. Je crois que c'est en cela qu'il pourrait y avoir un véritable pardon. C'est un phénomène bilatéral, finalement. Mais aujourd'hui, quand vous vérifiez, les exactions, les violences, tout ce qui a suscité donc cette demande de pardon, ces phénomènes sont encore aujourd'hui d'actualité. Vous ne pouvez pas demander à être pardonné et ensuite continuer par faire un certain nombre d'actes. Donc il faudrait accepter effectivement qu'on soit pardonné et aussi s'engager à ne pas répéter ce qui a été fait. Et quand je le dis, ça doit être valable pour tout le monde. Et ça rejoint ce que vous avez dit il y a quelques instants, vanité des vanités, tout est vanité. Et si on se posait des questions, savoir si finalement ce que je fais, je partirai, je le laisserai. Et qu'est-ce que je laisse derrière moi? Si on se posait ces questions, peut-être que nous serions dans une logique d'un pardon, un pardon sincère. Ce n'est pas un pardon simplement qui serait du bout des lèvres. Nous sommes en train de parler de ces histoires qui se répètent. Si aujourd'hui on devait aboutir ou bien aller encore à un dialogue dans notre pays et aboutir à un document, peut-être que ce document ne serait pas très éloigné de ce qui a été obtenu lors des accords de 2016. Cela voudrait dire que finalement, non, 2006 plutôt, accord de 2006, si ça ne serait pas ça, on ne s'éloignerait pas trop. Cela voudrait dire que écrire un document, ce n'est pas l'essentiel, c'est de pouvoir aussi le vivre sincèrement et chercher à joindre l'acte à la parole. Sinon, je crois un auteur qui dit que les mots sont ce que Dieu a donné aux hommes pour cacher leur réelle intention. Donc, un accord ne peut être qu'une façon de cacher son intention. Il faut quelque chose de sincère. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, le professeur Oulou Komi du